Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles, mais l'émission qui décrypte également avec vous les enjeux et les actualités du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission que vous pouvez retrouver tous les jours sur Bismart, sur bismart.fr, sur les réseaux sociaux de Bismart et bien sûr, vous pouvez nous écouter en podcast sur toutes les plateformes de podcast. Au sommaire de cette édition, nous commencerons tout d'abord avec Investir responsable, le rendez-vous dédié à l'investissement durable aux responsables de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, nous ferons le point dans un instant sur le nouveau référentiel du label ISR. Il a enfin été publié il y a quelques jours après les communications de Bercy dans un premier temps. Nous le décrypterons avec Jean-Baptiste Morel, responsable de la recherche ESG chez Arkea IS. Ce sera donc la première partie de l'émission. Nous enchaînerons ensuite avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine consacré aux ventes de passoires thermiques, des ventes de passoires thermiques qui progressent alors même que l'on voit un coût de financement dans l'immobilier plus conséquent qu'il y a quelques mois. On voit des difficultés parfois d'accès à la propriété en lien avec les normes HCSF et pourtant les passoires thermiques continuent à se vendre et à se vendre bien. Nous nous demanderons donc comment avec Édouard Grimont, porte-parole du bureau du Conseil supérieur du notariat, mais aussi avec Paul Pereira, directeur des agences Century 21, Pierre Immo. Et puis enfin, dans la troisième partie de l'émission, dans l'œil du CGP, nous ferons un focus sur un mécanisme particulier, la clause bénéficiaire démembrée, avec Séverine Giovanangeli, ingénieure patrimoniale au sein du cabinet Mazarin. On se retrouve tout de suite sur le plateau de Smart Patrimoine. Et c'est parti pour Investir responsable, le rendez-vous dédié à l'investissement durable aux responsables de Smart Patrimoine. Et nous allons aujourd'hui encore revenir sur une actualité que nous traitons depuis plusieurs semaines. C'est la nouvelle version du label ISR. Après avoir suivi les évolutions jusqu'aux recommandations du comité du label ISR, nous avons décrypté ensemble le communiqué de presse de Bercy sur le nouveau label ISR à venir. Et puis la semaine dernière, le référentiel du nouveau label ISR a été publié et nous le décryptons aujourd'hui avec Jean-Baptiste Morel. Bonjour Jean-Baptiste Morel. Bonjour Nicolas. Vous êtes responsable de la recherche ESG chez Arkea IS. Alors le référentiel a été publié. Il est effectivement volumineux puisqu'ensuite on va essayer de comprendre via ce référentiel si on rentre ou non dans les cordes du label ISR. Et la première chose qu'on peut dire, c'est effectivement qu'il est en phase avec ce qui avait été annoncé par Bercy quelques semaines avant. Il y aura à présent une exclusion des énergies fossiles et des hydrocarbures. Exactement, il y a finalement assez peu de différence entre ce qui avait été présenté cet été. Dans ce que nous avait dit le ministre Bruno Le Maire, il parlait effectivement d'exclusion du pétrole. C'est bien ce qu'on va retrouver dans le label, dans cette nouvelle version, cette V3 du label ISR, qui sera applicable à partir de mars prochain pour tous les nouveaux fonds labellisés. Pour vous qui avez dû suivre ça quand même de près, que ce soit les recommandations du comité, puis ensuite effectivement les annonces jusqu'à la publication officielle du label, qu'est-ce qu'on retient maintenant de ce référentiel? Comment est-ce qu'on utilise cet outil? Est-ce qu'il y a des choses, par exemple, qui ont évolué entre ce qu'on aurait pu attendre il y a quelques mois et ce qu'on a aujourd'hui, effectivement, dans le référentiel? Alors, l'enfer se cache toujours dans les détails. D'accord. Donc, effectivement, il y a évidemment des petites choses qui ont changé. Ce qu'on va vraiment retenir, c'est d'une part l'augmentation du taux de sélectivité. D'accord. Progressivement, on va passer de 20 à 30% par rapport à un univers de départ. À propos d'univers, le label précise vraiment ce que doit être l'univers de départ. D'accord. Donc, il faut qu'on compare le fonds avec un univers d'un point de vue des secteurs d'activité, de la capitalisation des entreprises ou des géographies. Après, reste encore heureusement un petit peu de liberté à chaque société de gestion pour proposer des univers. Parce qu'on est sur une approche best in class, c'est ça? Ou best in universe pour le coup? On reste sur une approche best in class, donc on garde ce niveau de sélectivité avec toujours des approches soit en exclusion, soit en sélectivité. Donc on va battre une note moyenne ou alors on va exclure une partie de l'univers. Par contre, ce qui est rajouté dorénavant, c'est d'une part certaines exclusions, typiquement le pétrole, mais également le charbon, le tabac, qui n'était pas exclu précédemment. Bien sûr. Il y a également un point sur tout ce qui est enjeu climatique, avec un suivi spécifique, vraiment une vigilance renforcée sur des secteurs à enjeu. Il va falloir s'assurer que ces secteurs s'intègrent dans une transition environnementale en lien avec l'accord de Paris, qu'ils ont vraiment des politiques, des moyens qui sont mis en face, etc., qu'on puisse faire de l'engagement. Et le dernier point, c'est la notion de double matérialité, puisqu'on va devoir également prendre en compte les impacts négatifs, les principaux impacts négatifs, donc ceux de SFDR, qui vont devoir être mesurés et suivis dans le cadre des fonds du label pour avoir cette double matérialité qui est recherchée. Alors, on pourra revenir sur chacun des points, mais tout ça, on le savait finalement depuis quelques semaines, quelques mois, on pouvait s'y préparer. Vous disiez le diable ou l'enfer se cache dans les détails, ou est-ce qu'il y a effectivement des surprises? Des surprises, par exemple, c'est qu'effectivement, on exclut le pétrole, les entreprises qui vont faire de l'extraction pétrolière, mais sur les parapétroliers, par exemple, c'est pas évident.
D'accord. Donc potentiellement, ce sera peut-être une nouvelle classe d'actifs qui va être attrayante pour les... Ça veut dire qu'on peut avoir un chiffre d'affaires en lien avec l'activité pétrolière sans être exclu parce qu'on est parapétrolier et non pétrolier. A priori, c'est ce qu'on peut lire dans le référentiel du label. Enfin, c'est ce qu'on lit entre les lignes en tout cas. Bien sûr. Comme autre surprise, je dirais, il y a je parlais des plans de transition. Il va falloir que l'on ait 15%, alors c'est un petit peu technique, mais 15% des émetteurs des secteurs à enjeu sur chacun des portefeuilles qui soient alignés avec l'accord de Paris. D'accord. Il faut que les sociétés de gestion s'assurent de l'existence de plans de transition avec des objectifs concrets, avec des moyens, etc. Plan de transition réalisé au niveau des entreprises que l'on peut suivre dans le temps, effectivement, de manière précise, et il faut qu'il soit aligné avec les accords de Paris. Exactement. À voir si on parle de 1,5 degré, nettement en dessous de 2 degrés, ce n'est pas forcément précisé. L'autre point, c'est qu'en plus, il va falloir faire de l'engagement avec les entreprises de ces secteurs en jeu pour aller jusqu'à un ratio de 35%, donc 15 plus 20% d'engagement. D'accord. Ce qui est une charge de travail potentiellement énorme pour les sociétés de gestion. Et c'est là où on va aussi avoir un enjeu pour les sociétés de gestion, notamment celles de petite taille, qui vont avoir des besoins d'avoir des moyens, aussi bien en termes de données, mais des moyens humains pour faire de l'engagement avec ces sociétés. Alors justement, c'est intéressant de se demander quel impact aura ce nouveau label ISR pour les fonds ou les sociétés de gestion qui avaient des fonds labellisés ISR. Il y a une étude de Morningstar qui dit que 45% des fonds labellisés ISR à l'heure actuelle pourraient être concernés par le sujet d'exclusion, notamment des énergies fossiles. Alors, si on regarde en volume, après, ça pèse moins lourd qu'effectivement que les 45% annoncés, mais concrètement, ça va changer beaucoup de choses pour conserver ce label ISR pour les sociétés de gestion ? Alors, ça change beaucoup de choses en termes de processus d'investissement, de processus de notation. Ça va pouvoir être très impactant. Le risque, c'est que ce soit aussi très impactant en termes de stratégie d'investissement et véritablement de processus d'investissement. D'accord. Et c'est pas tant la difficulté. Finalement, on a beaucoup parlé de Total pour ne pas les citer, parce que c'est une sorte de totem qu'il peut y avoir dans certains fonds. Il n'y a pas tant que ça d'émetteurs qui vont être concernés. En revanche, les éléments dont je parlais il y a un instant concernant les secteurs en jeu, ça peut être très impactant en termes de processus et très compliqué d'y arriver. Et c'est là où finalement, quand on superpose les couches de contraintes, on peut arriver à une sorte de biais qui fait que pour certains fonds, pour certaines stratégies de gestion, ça va être compliqué de pouvoir atteindre le label. Parce que les secteurs en jeu aujourd'hui sont définis. Ils sont définis, mais ils sont... Le sujet, ça va être de trouver les entreprises... Les secteurs en jeu, on parle aussi bien des secteurs du transport, du bâtiment, secteur de l'énergie. Il y a une liste qui est vraiment officielle, pour le coup, qui est fixée par la réglementation européenne, mais c'est extrêmement important en termes de secteurs qui peuvent être concernés. Et l'autre point aussi, et c'est un petit peu un regret, c'est que le traitement des obligations vertes, des green bonds, bien sûr. Pour les qui ne sont pas considérés en tant que tels, c'est-à-dire qu'un émetteur de green bond, s'il est dans un secteur exclu, l'entreprise sera exclue, même s'il s'agit d'un financement qui est vraiment fait pour financer un projet vert et pour accompagner la transition. Et je dirais plus largement sur ce label, ce qui est un petit peu dommage, c'est que finalement, il manquait certaines couches d'obligations de résultat. On en a déjà parlé. Oui. Et d'ailleurs, c'est pour cela qu'a été introduit également la double matérialité, pour regarder effectivement l'impact de l'activité économique d'une entreprise sur l'environnement, par exemple. Mais c'est un petit peu négatif. Ce que vous regrettez. Ce que je regrette, c'est qu'on regarde l'impact sur le côté PAI, donc les impacts un petit peu négatifs. Bien sûr. En revanche, tout ce qui va concerner la part verte, au sens de la taxonomie européenne, n'est absolument pas intégré, ni les notions d'investissement responsable l'investissement durable qu'on avait eu avec SFDR. Alors même que ce peut être une obligation des contraintes de gestion pour certains fonds. Mais il y a par contre cette vérification peut-être des plans de transition des entreprises, donc en lien avec les accords de Paris. Quand on est un fonds, c'est facile. On a les métriques aujourd'hui pour déterminer si effectivement le plan de transition d'une entreprise va dans la ligne des accords de Paris ou au contraire sort des accords de Paris. Alors, il existe différents référentiels, là encore, pour s'assurer qu'une entreprise soit ou non en ligne avec l'accord de Paris. Néanmoins, il n'y a pas une certification. D'accord. Même il y a typiquement une certification qui s'appelle SBTI, donc les entreprises déposent leur plan de transition auprès de cet organisme, qui est un organisme onusien, qui est certifié. Néanmoins, on a les objectifs dans SBTI, on n'a pas les moyens, donc ce ne sera pas suffisant vis-à-vis du label. Donc il va falloir avoir beaucoup de données, beaucoup d'études, et donc ça va prendre du temps, de l'argent,
à mettre en place dans le cadre du suivi de ces fonds. Je vous propose, Jean-Baptiste Morel, de revenir nous en parler en 2024, puisque nous arrivons à la fin de l'année 2023, et essayer de comprendre un petit peu comment on met tout cela en place. Merci beaucoup, en tout cas, Jean-Baptiste Morel, de nous avoir accompagnés dans Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes responsable de la recherche ESG chez Arkea IS. Merci beaucoup, et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine consacré à l'acquisition immobilière de passoires thermiques dans un contexte de marché immobilier parfois un petit peu grippé. Comment expliquer que les passoires thermiques continuent à se vendre, voire même à se vendre un petit peu mieux qu'avant? Pour en parler sur le plateau Smart Patrimoine, nous avons le plaisir de recevoir deux experts de l'immobilier. Paul Pereira nous accompagne tout d'abord. Bonjour Paul Pereira. Bonjour. Vous êtes directeur des agences Century 21 Pierre Immo, et nous avons le plaisir d'accueillir également Édouard Grimont. Bonjour Édouard Grimont. Bonjour. Vous êtes porte-parole du bureau du Conseil supérieur du notariat. Alors on va peut-être commencer avec vous, Édouard Grimont. Peut-être que vous avez quelques chiffres, quelques éléments. Est-ce que vous constatez aujourd'hui, ce qu'on peut lire dans différentes études, dans différents articles, que les passoires thermiques, on le vend en poupe, malgré le fait effectivement qu'on peut voir dans certaines villes, dans certaines régions, un ralentissement du marché immobilier? Oui, tout à fait. On constate aujourd'hui effectivement que les passoires thermiques, alors pour rappeler, les passoires thermiques, ce sont les logements qui sont classés les plus mauvais. Bien sûr, c'est les FG, DPE, oui, c'est voilà, ça, EFG. Les diagnostics de performance énergétique qui sont classés en FG, les deux dernières lignes, les deux dernières couleurs. Bien sûr, oui. Et effectivement, on constate une augmentation du nombre de mutations. En France, aujourd'hui, on a à peu près 37 millions de logements, dans le parc privé, on va dire. Il y a 6,6 millions de passoires énergétiques, un peu plus de 17%. Et on constate par rapport aux chiffres des années précédentes que leur nombre a baissé de 7%. Donc il y a une augmentation du nombre de mutations sur ces biens depuis quelques années maintenant. On peut remonter à peu près à 2 ans. Ça s'est accéléré l'année dernière. Mais ce sont des biens dont les Français semblent se débarrasser bien volontiers. D'accord. Mais ça veut dire que de l'autre côté, il y a des gens qui achètent aussi ces passoires thermiques. Et c'est là où c'est peut-être un peu plus étonnant, dans le sens où ces passoires thermiques, normalement, si on les appelle comme telles aujourd'hui, sont soumises à un calendrier d'interdiction de location qui va arriver prochainement, quelle que soit la lettre en lien avec laquelle elle est notée. Et ça suppose donc de réaliser des travaux. C'est peut-être là où on va trouver des éléments de réponse. Mais aujourd'hui, certains Français veulent se débarrasser des passoires thermiques, mais on constate que d'autres Français sont prêts à les acheter, alors même que le coût du financement est plus cher et qu'on a peut-être plus de mal à acheter un bien immobilier aujourd'hui qu'il y a quelques mois ou quelques années. Oui, alors parce qu'il y a tout simplement des Français qui arrivent à se financer déjà, à obtenir un prêt. Ensuite, il y a des Français qui ont de l'argent de côté et qui ont les moyens de payer ce qu'on appelle couramment cash, sans emprunt, bien immobilier. Ce sont des biens dont les prix se négocient plus facilement que ceux qui sont mieux classés. Et on constate également, mais ça je pense que ce sera intéressant d'avoir votre point de vue, vous êtes souvent en amont des dossiers de du vente. Processus de vente. Mais en fait, on a deux catégories de Français. Vous avez le Français qui achète une passoire thermique, qui va y habiter et qui dit « moi, les travaux ne me font pas peur, je vais les faire, j'ai les moyens de les financer », ou aussi certains qui sont bricoleurs. Il y a des Français qui savent réaliser eux-mêmes des travaux de rénovation et qui les font eux-mêmes pour payer un peu moins cher le coût de ces travaux. Et puis après, on a à côté des investisseurs, des professionnels, ce qu'on appelle couramment par exemple des marchands de biens, qui eux achètent ce type de produits après une négociation. Eux vont chercher la décote. Eux vont chercher la décote, font les travaux, soit mettent en location, soit revendent après avoir réalisé les travaux et réalisent une plus-value sur le bien immobilier. Donc on trouve des acquéreurs des deux côtés pour y habiter, pour faire un investissement. Mais on a effectivement des gens qui sont intéressés par ce type de produit parce qu'ils y trouvent leur compte pour réaliser une belle opération. Paul Pereira, dans un contexte où plusieurs professionnels de l'immobilier disent que les normes HCSF peuvent gripper un petit peu un marché immobilier lorsque les taux sont plus élevés, lorsque le coût de l'argent, le coût du financement est plus élevé qu'il y a quelques mois, est-ce que le fait de se tourner vers les passoires thermiques, c'est un moyen de se tourner vers du bien immobilier un peu plus négociable que ce qu'on aurait pu avoir à côté ? Oui, effectivement, il y a le double attrait de pouvoir négocier le bien, parce qu'effectivement c'est une passoire thermique, et le fait que le bien est déjà plus bas que la norme du fait de la situation du marché immobilier d'aujourd'hui. D'accord. Ouais. Donc on cumule deux baisses de prix, j'ai envie de dire. Parce que quand on vient vous voir aujourd'hui et qu'on veut mettre à la vente une passoire thermique, mécaniquement elle sera moins chère que le marché ? Parce qu'on intègre l'interdiction à location et les travaux éventuels ? Alors il y a ce que disait très bien monsieur, c'est qu'il y a deux types de passoires thermiques. Il y a celles
communément, de par sa structure, peut être aussi utilisé pour l'habiter à titre de résidence principale. Donc je peux faire les travaux dans le temps. Je n'ai pas d'interdiction d'habiter une passoire thermique. Bien sûr. On a interdiction de la louer, mais pas d'y habiter. Voilà. Oui. Donc effectivement, il y a un marché, les gens achètent un peu moins cher, et ce qui leur permet de faire les travaux peut-être sur la durée. D'accord. Et puis ensuite, il y a les logements qui vont plutôt être une cible d'investisseurs patrimonial, ce qui nous intéresse aujourd'hui. Et là, effectivement, vont intéresser plus des investisseurs aguerris ou professionnels qui effectivement vont pouvoir, avec cette décote, miser sur le temps, sur une plus-value plus importante à la revente, grâce aux travaux qu'ils vont réaliser. Mais alors, parce qu'effectivement, là, on parle de chiffres, d'articles, d'études, de chiffres que vous constatez effectivement au Conseil supérieur du notariat. Vous, Paul Pereira, sur le terrain, effectivement, lorsque vous êtes dans les agences que vous dirigez, vous constatez qu'il y a une demande plus importante en lien avec les passoires thermiques, ou alors c'est juste que l'offre aujourd'hui est là? Comment on explique cette hausse de transactions? Il y a une vraie recherche de biens en passoires thermiques. D'accord. Okay. Les acquéreurs cherchent des passoires thermiques. Les investisseurs, certains cherchent des passoires thermiques. Maintenant, il faut juste rappeler qu'on est au début de la mise en place du dispositif. Donc, effectivement, le marché arrive globalement à absorber l'arrivée de biens catégorisés des passoires thermiques, mais le gros du flux n'est pas encore là, puisque après les JO. le premier deadline, c'est le 31 décembre, où effectivement là on ne pourra plus louer de biens G, et puis dans 3 ans ce sera les F. Donc là effectivement, quid sur la durée de l'afflux constant de ce type de logement. Là par contre il y a un vrai point d'interrogation. Parce que là en fait, si je vous suis, ça veut dire que l'offre est un petit peu plus élevée, mais de l'autre côté on a une catégorie d'acquéreurs qui sont les investisseurs qui sont prêts à absorber cette offre. La question c'est que se passera-t-il quand il y aura une offre encore plus grande de passoires thermiques sur le marché? Oui, et puis je peux faire un investissement, mais je ne peux pas faire des investissements continus. Bien sûr. À un moment donné, ma surface financière va me limiter. Donc est-ce qu'il y aura encore des potentiels acquéreurs à ce moment-là? Les particuliers, le particulier qui achète un logement pour compléter sa retraite plus tard, ce qui était un peu l'esprit d'il y a une quinzaine d'années, lui ne se tourne pas vers ces logements G ou F. Édouard Grimont, j'ai envie de poser la question à Paul Pereira, mais je vais vous la poser d'abord. Peut-être que vous avez des chiffres sur le sujet, sur le niveau moyen de prix sur une transaction, en lien avec le fait que ce soit une passoire thermique ou non. C'est une bonne affaire aujourd'hui d'acheter une passoire thermique? On fait des belles économies ou Alors, c'est une bonne affaire, j'ai envie de dire oui, dans la mesure où effectivement ce sont des biens qui se négocient plus fortement que les biens qui sont mieux classés. Alors généralement, les données vertes que nous avons se font par rapport à la valeur D d'un diagnostic de performance énergétique. Donc on se situe dans les classements au-dessus et bien entendu plus on descend en dessous. Mais ça, pardon, je m'arrête là-dessus, c'est une vraie question. Est-ce qu'il y a une vraie différence de prix entre A et D par exemple, ou la différence de prix elle se situe ensuite dès qu'on rentre justement dans la catégorie de passoire thermique? Oui, les chiffres que nous avons pu extraire de nos données immobilières démontre qu'un bien classé A se vendra avec un pourcentage plus important qu'un bien classé D qui sert de seuil de référence. Alors même qu'il n'y a pas d'interdiction ni sur le A ni sur le D. Tout à fait, alors même qu'il n'y a pas d'interdiction. Et inversement, plus vous descendez, vous constatez une décote. Aujourd'hui, par exemple, de mémoire, dans les Hauts-de-France, on doit être à moins 10 ou moins 11%. Dans l'Est, dans la région Ouest, on doit être pareil, même pourcentage, moins 10 et moins 11. Tout ce qui est Gironde, Aquitaine, on doit être à moins 13 ou moins 14% de décote. Gironde, où je crois ne pas dire de bêtises, si je dis qu'on a fait du x4 en termes de volume de vente de passoires thermiques. Oui, volume de vente et augmentation effectivement en termes de différence de prix également. En fait, l'augmentation de vente des passoires thermiques concerne tout le territoire de manière quasiment homogène. Il n'y a que 2 départements où ça s'est ralenti un petit peu et on a encore du mal à l'expliquer. C'est la Savoie et la Haute-Savoie où ça freine un petit peu. Mais les autres départements ont connu quand même une forte envolée du nombre de mutations. L'Île-de-France également, c'est l'une des régions où le nombre de ventes de ces passoires a augmenté. Donc oui, il y a une décote sur le prix. C'est devenu, je pense que vous me le confirmerez, mais depuis 2 ans, 1 an et demi, le DPE qui était avant regardé du bout des doigts et avec dédain, c'est devenu le premier argument que les clients regardent. Si le DPE est ancien, les clients demandent à ce qu'un nouveau DPE soit fait. Même s'il est encore validé. Et même si souvent il a quelques mois. Et les gens discutent, ou les gens tout simplement ne diront non, on ne veut pas. Mais ça c'est intéressant. On le demande quand le DPE? Quand on va voir son agent immobilier et qu'on commence tout juste sa recherche, ou quand on est devant le notaire? Non, le DPE doit être présenté dès la communication sur le logement.
Ça, c'est effectivement la loi. Après, effectivement, à voir si tous les vendeurs le j'invite respectent. tous les acheteurs, dès qu'ils visitent un bien, à le demander. On l'a systématiquement, il faut reconnaître qu'en général, on l'a en pratique dans quasiment 100% des dossiers. D'accord. Et d'autant plus que maintenant, les gens l'épluchent. Donc si le DPE n'est pas dans un dossier, le client ne dira pas, les clients ne signent plus un compromis en blanc, c'est terminé. Et donc Paul Pereira, c'est effectivement le premier document qu'on regarde aujourd'hui. Après la visite, on regarde le DPE. C'est la première question avant de savoir à quel étage est le logement, j'ai envie de dire. C'est quel est le DPE? Comment est-il classé. On vous demande plus s'il est orienté sud, nord, est, ouest, c'est quel est le DPE? D'accord. Après, c'est lié au fait aussi que dans le budget des ménages, ou la location d'un logement, la partie énergie a pris des proportions inégalées. Donc oui, c'est un vrai sujet. Et alors, même question qu'à Édouard Grimont, c'est une bonne affaire d'acheter une passoire thermique? Parce que quand on est investisseur, ça veut dire qu'on a potentiellement envie de le mettre à la location. Donc on va acheter avec une décote, mais on va devoir réaliser des travaux. On va peut-être effectivement devoir faire suivre ces travaux pour être sûr de rentrer dans les fourches codines du futur DPE du bien immobilier. C'est une bonne affaire au final pour un investisseur? Oui, c'est une bonne affaire parce que dans la majorité des cas, les travaux sont pas si énormes que ça. C'est-à-dire que pour pouvoir classer un bien au moins E ou D, souvent mettre un système de chauffage efficace, des bonnes ventilations, un système de vitrage correct, une isolation intérieure minimum, vous permet déjà de mieux qualifier votre logement pour la location. De repasser en D et de se dire qu'on est tranquille pour les prochaines années, par exemple. Au pire, ça vous emmène jusqu'en 2034. On aura le temps de se poser la question, mais les travaux, c'est pas forcément une montagne. D'accord. Certains font le lien avec les Jeux Olympiques en se disant que il y a beaucoup d'achats de passoires thermiques qui seront ensuite mises en location pour les Jeux Olympiques, et puis pour les travaux, on verra après. C'est quelque chose que vous constatez? Parce qu'on n'est pas soumis à la même législation. C'est vrai, c'est vrai. C'est-à-dire que le saisonnier n'est pas concerné par mais bon, après, on n'est pas non plus sur la consommation de fluide par l'occupant, donc fluide énergétique ou autre, parce qu'il paye pas son électricité quand il loue en Airbnb ou n'importe quelle autre plateforme. Donc oui, il y a une vraie... sur la région parisienne, oui... Et les gens imaginent qu'effectivement, ils vont pouvoir louer dans ces conditions-là. Et quid de septembre 2024 ? Justement, question à tous les deux. Est-ce qu'aujourd'hui, si on veut chercher de la fluidité dans le marché immobilier, c'est du côté des investisseurs locatifs, des passoires thermiques qu'il faut chercher, ou c'est une vision peut-être un petit peu trop caricaturale de ce qu'on voit aujourd'hui concrètement en termes de transactions? Alors, la question qu'il faut se poser, c'est quel est l'objectif du dispositif ? L'objectif du dispositif, c'est d'améliorer la qualité de l'habitat du territoire. Bien sûr. Aujourd'hui, lorsqu'un particulier met en vente son logement D, il le fait pourquoi ? Parce que beaucoup d'entre eux n'ont pas les moyens ou la compétence technique de suivre les travaux ou de faire les travaux. Contrairement à ce qu'on peut imaginer, tout le monde n'a pas les moyens de faire les travaux. Donc, est-ce qu'il ne faudrait pas avoir un système particulier pour le propriétaire qui souhaite conserver sur le marché locatif, ce qui est important pour l'habitat en France, de garder un marché locatif dense, des dispositifs qui lui permettent de réaliser des travaux avec des prêts éco-énergétiques qui lui permettent de, pendant 1 an, faire les travaux et puis de le rembourser plus tard, avoir le temps de encaisser des loyers pour les payer. Enfin, un dispositif simple ou des décalages en cas de prise en charge en partie du prêt, je ne sais pas, avec comme les TVA à 5,5 ou 10 ou 20% pour les promoteurs. Enfin, je pense qu'il y a peut-être une incitation à faire à ce niveau-là pour que les personnes gardent leur logement et fassent ces travaux, parce que c'est important d'avoir du locatif. Édouard Grimont, quelques secondes avant qu'on finisse. C'est une question de patrimoine. Aujourd'hui, on sait que c'est de plus en plus compliqué de construire en France. On le ressent aujourd'hui, le neuf est quasiment à l'arrêt. Le besoin de logement en France en 2050, on l'a déjà atteint. Il faut, juste rénover le parc existant et le sortir de cette notion de passoire thermique. Il faut inciter les clients, alors à l'occasion des ventes bien sûr, mais à l'occasion des donations, à l'occasion des successions, parce que les clients nous interrogent régulièrement sur ces problématiques-là. Donc il y a un véritable enjeu de rénover ce parc. Et ce qu'on constate aussi, c'est que l'ANA et MaPrimeRénov' notamment communiquent davantage. Pendant un certain temps, il y avait un flou. Les aides, les subventions étaient éclatées à droite et à gauche, alors que là, c'est plus centralisé et je pense que ça gagne en lisibilité. Et ça facilite peut-être la vie des investisseurs. Merci beaucoup, Édouard Grimont. Merci Paul Pereira de nous avoir accompagnés dans Smart Patrimoine. Et quant à nous, on se retrouve dans l'œil du CGP.
Et pour finir cette émission, bienvenue dans l'œil du CGP. Nous allons tenter de décrypter ensemble la clause bénéficiaire démembrée avec Séverine Giovanangeli. Bonjour Séverine Giovanangeli. Bonjour Nicolas. Vous êtes ingénieur patrimonial au sein du cabinet Mazarin. Alors qu'est-ce que c'est que cette clause bénéficiaire démembrée dans le cadre d'un contrat d'assurance vie, donc j'imagine? Exactement. Alors c'est une clause qui va être un petit peu différente des clauses bénéficiaires type qu'on va trouver dans une assurance vie, qui est en général mon conjoint, non séparé de corps, à défaut mes enfants, nés ou annettes, par parts égales, etc. Bien sûr. La clause type. Qu'il ne faut jamais mais laisser telle qu'elle et toujours revérifier quand même au cas où. Exactement, il faut qu'elle soit adaptée à chaque souscripteur, à ses souhaits de transmission surtout. Donc ces clauses type, en général, comme vous le dites Nicolas, elles parviennent en fait à protéger le conjoint survivant, mais elles vont éliminer les enfants de la succession, ou du moins des capitaux qui vont être transmis par le biais de l'assurance vie. Et c'est là qu'intervient une clause bénéficiaire démembrée. Pourquoi démembrée? Alors exactement. La clause bénéficiaire démembrée, elle va permettre, elle, à l'inverse, de faire une double succession. D'accord. Donc on va commencer par transmettre le patrimoine au conjoint et ensuite aux enfants qui ne seront donc pas écartés de cette succession. D'accord. Ça veut dire que quoi? On divise le patrimoine en deux, ou d'abord on le transmet à l'un et ensuite à l'autre? Alors, en fait, ce qui va se passer, c'est que le souscripteur va désigner un bénéficiaire en usufruit. D'accord. Donc on revient comme sur un démembrement de propriété classique, il y a l'usufruit et la nue propriété. Exactement. Mais au niveau de la clause uniquement. Okay. C'est vraiment la clause qu'on va séparer en deux. On va avoir un bénéficiaire en usufruit et un bénéficiaire en nue propriété. D'accord. Donc le conjoint et les enfants en général. En général, le conjoint survivant pour l'usufruit, mais la nue propriété transmise directement aux enfants qui n'hériteront que de l'usufruit ensuite au décès du conjoint survivant, c'est ça? Exactement, pour reconstituer la pleine propriété entre leurs mains et diminuer le droit de succession, parce que comme vous le savez Nicolas, on a toujours moins de droits de succession sur de la nue propriété que sur de la pleine propriété. Mais alors, comment gérer ensuite? Parce qu'effectivement, quand on transmet un appartement ou une maison en nue propriété ou en usufruit, bon, il y a celui qui va habiter, gérer, et celui qui va détenir, entre guillemets, la nue propriété. Quand on parle d'un contrat d'assurance vie, de somme d'argent, est-ce qu'il y a des règles qu'on met en place? Est-ce qu'il y a des garde-fous qu'on met en place également? Alors, effectivement, lorsqu'il s'agit de somme d'argent, ce n'est pas vraiment un usufruit. C'est ce qu'on appelle un quasi-usufruit. D'accord. Donc, la différence, c'est que justement, ce bien-là, il est consommable. Alors, l'usufruitier, lui, effectivement, il va recevoir tout le capital et il a quand même l'obligation de rendre l'intégralité au nu propriétaire. D'accord. Mais la seule chose qui lui est imposée dans les articles 601 et plus du Code civil, ça va être de gérer ce patrimoine en bon père de famille. D'accord, donc de ne pas prendre de risques vis-à-vis de ce patrimoine. Exactement. Et de rendre l'intégralité du capital à la fin. Donc on voit bien qu'il y a quand même un risque. Oui, bien sûr. Que se passe-t-il si on fait les mauvais investissements? Alors non seulement on peut faire de mauvais investissements, mais on peut également donner ce patrimoine, on peut le placer, alors pas forcément bien. Bien sûr. Vous que je vais dire que parfois on peut perdre de l'argent quand on le place. Même dans des investissements bon père de famille, ça arrive. Exactement, surtout en ce moment, on le sait tous, on est tous là, on paye tous pour le savoir. Donc effectivement, il va falloir pallier à ce risque de dilapidation. Et pour y pallier, il y a deux techniques principales qui vont exister, que sont la clause de remploi et la créance de restitution. Et alors, qu'est-ce que c'est la clause de remploi ou la créance de restitution, pardon? Alors, la clause de remploi, eh bien, écoutez, l'usufruitier va être obligé d'investir dans un bien qui est vraiment sécurisé, en général, dans un bien immobilier. D'accord. Il va pouvoir l'occuper, il va pouvoir le louer, mais il va investir dans un bien immobilier de façon à ce que ses héritiers en héritent, puisque le bien immobilier sera toujours là, normalement, au moment de son décès. Et alors la clause de créance de restitution? Alors la créance de restitution, là, elle va lui laisser un peu plus de liberté, donc au conjoint survivant, parce que il va être mentionné dedans qu'il doit restituer l'intégralité par acte notarié, et donc il va devoir s'y tenir, mais faire quand même ce qu'il veut. Donc un peu plus de liberté effectivement pour la personne, mais moins de sécurité pour les héritiers par la suite. Et un encadrement qui est quand même toujours présent pour cette clause bénéficiaire démembrée. Très rapidement, c'est beaucoup utilisé la clause bénéficiaire démembrée? Alors elle est encore très peu utilisée, il faut vraiment, d'ailleurs j'encourage les gens qui nous regardent à aller voir des spécialistes pour ça, parce que, encore une fois, on peut transmettre le patrimoine aux conjoints et aux enfants et économiser des droits de succession. Merci beaucoup Séverine
Caroline Giovannangeli. Je rappelle que vous êtes ingénieur patrimonial au sein du cabinet Mazarin. Merci beaucoup. Merci et merci à à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite sur Bismart.